Et maintenant, on va aborder avec toi la deuxième partie de notre entrevue de ce jour, qui sera essentiellement consacrée à ton agrégation, hein. Concours pour lequel on va pas cesser de le dire, hein, tu as été reçu avec brio parce que tu as été distingué major à ce concours. Alors, est-ce qu'on peut savoir, lorsqu'un élève ancien, on va dire le mot, hein, camerounais, ancien troubleur, devient donc agrégé dans son domaine, c'est quoi, comment on le vit, hein? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir le sentiment qui a été le vôtre au moment des résultats de ce concours? Oh, je pense que, sans fausse modestie, hein, franchement, bon, je suis content, bien sûr. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content. Bon, mais en même temps, vraiment, s'il y a une satisfaction, elle n'est pas une satisfaction narcissique en réalité. Parce que je pars à ce concours, il faut dire que j'ai été recruté à l'université de Yaoundé 2, donc l'université où j'ai été moi-même déjà étudiant. En 2009, j'ai eu la chance d'être recruté dans cette université. Et après mon recrutement, j'ai commencé à faire quelques cours, et dans un domaine qui n'est pas très développé, à savoir l'histoire du droit. Parce que vous savez, tu sais, dans les facultés de droit africaines de manière générale, et singulièrement au Cameroun, nous avons au niveau des filières, au fur et à mesure qu'on aboutit dans les thèses, nous avons des filières en droit privé, une filière de droit public, et puis nous avons la science politique qui s'est particulièrement autonomisée ces dernières années. Donc l'histoire du droit, c'est pas très connu. Et d'ailleurs, le Cameroun jusque-là n'avait pas encore présenté de candidat à l'agrégation en histoire du droit. Et donc, j'ai commencé à faire quelques cours, notamment de droit colonial, grand philosophe du droit contemporain, dans le cadre du département de théorie, épistémologie juridique et droit comparé. Hein. Et j'ai été associé à un master. J'interviens dans le cadre d'un master, le master de théorie et pluralisme juridique. Donc tout ça, c'est des notions nouvelles dans cette université qui ont, du point de vue épistémologique, comme ça, révolutionne ou envisage une autre démarche dans la formation de juristes africains en général, puisqu'on est là sur des aspects nouvelles, des aspects nouveaux, autant pour moi, dans cette façon de concevoir le droit à travers la philosophie du droit, à travers l'anthropologie du droit, à travers la sociologie du droit, à travers toutes ces disciplines qui étaient comme des disciplines, n'est-ce pas, auxiliaires du droit, mais qui permettent aux juristes africains en général de repenser le droit par rapport à son environnement. Donc là, dans ma relation, dans les premiers cours que je fais, je me rends compte d'une pépinière d'étudiants intéressés par cela et avec lesquels finalement j'arrive à tisser un rapport assez intéressant du point de vue intellectuel, et je me rends compte que en fait je suis peut-être dans cette université l'un des rares référents à travers lequel ils peuvent avoir une perspective pour pouvoir demain également être dans la continuité de la filière théorique d'historien ou de philosophe du droit dans ce pays. Et c'est comme cela que je décide voilà, de passer au concours pour, comme cela, au-delà de ma personne, de permettre que si par bonheur je réussis, que ça puisse permettre à d'autres, n'est-ce pas, de pouvoir également devenir demain agrégé, et cela pour le bonheur de l'enseignement supérieur au Cameroun. D'accord. Alors, on a par habitude toujours l'image d'une agrégation, hein, d'un concours d'agrégation qui se prépare toujours en Occident. Qu'est-ce qui, aujourd'hui,
peut expliquer que les concours d'agrégation, désormais, se fassent plutôt au Congo. Est-ce un problème conjoncturel, je veux dire? Non, 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 non. Disons que c'est vrai que, vous savez, l'agrégation, notamment des facultés de droit, c'est une spécificité un peu, notamment dans le système de formation universitaire français. Et nous, les pays d'Afrique francophone, qui sommes un peu adossés sur cet héritage-là, c'est vrai que les premiers agrégés camerounais et d'Afrique francophone ont fait leur agrégation en France. Mais depuis plusieurs années déjà, puisque là on était au Congo, là, le concours que je viens de passer, nous sommes à la 16e édition. Donc ça fait depuis la première édition, dans le cadre de ce qu'on appelle le CAMES, hein, les pays d'Afrique francophone, n'est-ce pas, se sont regroupés, hein, Madagascar compris, pour justement organiser un concours qui tienne compte aussi des spécificités africaines. Parce que vous comprenez bien que on est appelé à distinguer ou à promouvoir des enseignants de haut niveau qui vont dispenser un enseignement en Afrique. Il faut bien que ces enseignants qui seront promus soient imprégnés ou soient évalués par rapport aussi à leur environnement africain. Hein? Et c'est ce qui a peut-être été à l'origine de la promotion de cette agrégation africaine, qu'il faut le dire. C'est quand même une agrégation qui ne s'est pas totalement coupée non plus, dans le sens où c'est quand même un jury international qui évalue les candidats, hein, puisque beaucoup de membres du jury viennent et de France et des États-Unis, et la France notamment y contribue pas mal, hein, pour encourager la promotion, n'est-ce pas, de ce concours-là. Donc, oui, il y a eu une délocalisation, un peu s'il faut dire ça, puisque même certaines préparations se faisaient... Qui est bienvenue, hein, parce que de toute façon... se faisaient depuis Bordeaux, mais l'édition de la session du Congo de Brazzaville n'est pas la première. On était là à la 16e édition et il y a déjà eu pas mal, tous les agrégés africains, la plupart dont tu entends parler ces dernières années, ce concours se passe tous les 2 ans dans un des pays d'Afrique francophone. Ouais. Alors, donc si on a bien compris, hein, aujourd'hui il ne se pose pas de questions sur la qualité, n'est-ce pas, des compétiteurs. Alors, comment se passe la constitution du dossier des candidats au concours d'agrégation au CAMES? Bon, il faut dire, hein, que ce sont les institutions universitaires membres du CAMES qui présentent les candidatures en fonction des besoins effectivement des universités. Et donc, évidemment, il y a un certain nombre de critères que doivent remplir les candidats. Il y a notamment à savoir que les candidats, jusque-là, hein, peut-être parce que les données peuvent changer pour les prochains concours, les candidats doivent avoir une ancienneté d'au minimum 2 ans dans une institution universitaire membre du CAMES. Ça, c'est déjà une des conditions. Bien entendu, les candidats doivent avoir une thèse de doctorat et puis un certain nombre d'articles, en l'occurrence au minimum 2, hein, qui leur permettent de pouvoir concourir. D'accord. C'est vrai que vous l'avez eu une seule fois, mais il y a quand même très souvent des gens qui le repassent plus de 4 fois. Comment on prépare ce concours? Alors, vous savez, il faut peut-être dire exactement peut-être les types de preuves qu'on a dans le cadre de ce concours pour peut-être en mesurer la difficulté, hein,
pour certains peut-être l'aisance, pourquoi pas, hein, de pouvoir réussir, ou pourquoi pas la chance aussi, pourquoi pas de pouvoir effectivement réussir comme je le dis. Disons que le concours se présente de la manière suivante. Nous avons un premier exercice qui consiste en la présentation des travaux. Il s'agit d'une épreuve d'une présentation de travaux en 15 minutes, suivie d'une discussion pendant 45 minutes avec le jury. Voilà, donc le candidat qui vient au concours vient donc avec un certain nombre de travaux qu'en tant qu'universitaire, il a soit publié, ça peut déjà être sa thèse, et il va venir devant ce jury pour discuter de la pertinence, et les membres de ce jury qui ont quand même déjà en la matière une expertise pourront effectivement le bousculer, peut-être dans ses certitudes, pour essayer de rechercher au fond de lui si il a la parfaite maîtrise de son sujet ou de ses sujets. Voilà cela. Et à l'issue de ce premier examen, si on réussit, on est sous-admissible. Et si on est sous-admissible, on va passer à une deuxième épreuve qui consiste à tirer au sort. En l'occurrence, il s'agit généralement de ce qu'on appelle un commentaire de texte. Il s'agit de tirer au sort un texte sur une matière qu'on a préalablement choisi lorsque on constituait son dossier. Là, on tire au sort un texte et on va aller plancher sur ce texte on va les préparer, disons, en loge, c'est-à-dire que dans une bibliothèque destinée à cet effet pendant 8 heures, cette épreuve qu'on va venir restituer devant le jury pendant 30 minutes. Et là, quand on dit 30 minutes, c'est moins ni plus. C'est ni moins ni plus. 30 minutes avec toutes les règles de l'art, d'un travail notamment juridique, dont il faut arriver à bien ressortir son travail dans le fond et dans la forme, et être dans l'exactitude du temps. Parce que justement, l'agrégé qui devrait sortir du concours devrait avoir la maîtrise de son sujet et même de l'environnement même où il a à prester. Donc c'est aussi bien le contenu du travail qu'on évalue, mais aussi toute la forme du travail qui est évaluée. À l'issue de ce passage, si vous passez ce cap, si tu passes ce cap, bien entendu, si tu ne le passes pas, tu es éliminé. Dès la première épreuve, tu es éliminé immédiatement. Et si tu passes cette deuxième étape, tu es donc ce qu'on appelle admissible. Tu passes donc à la dernière épreuve, qui est généralement un sujet théorique, c'est-à-dire une sorte de dissertation. Là également, tu passes devant le jury, tu tires également au sort, et tu tires au sort un des sujets, et tu repars en bibliothèque, où tu vas également préparer pendant 8 heures de temps. Et à l'issue des 8 heures, tu vas donc venir présenter ta leçon théorique devant le jury pendant 30 minutes. Comme je dis pour la deuxième épreuve, ni moins ni plus. Toujours avec tout l'art, n'est-ce pas, du travail d'un juriste, dans le fond et dans la forme. Voilà à peu près. Et si cette étape est franchie, eh bien, tu es déclaré admis au concours. Et bien évidemment, à l'issue, on va donc dresser un classement pour savoir qui est arrivé en tête. Et voilà, un classement. Et quel peut être le challenge après son succès à un concours d'agrégation d'un enseignant, enfin, notamment, quel est ton challenge prochain après
concours d'agrégation? Mais le challenge, c'est de dispenser, de toute façon, et de continuer, c'est de dispenser un enseignement de qualité. Enfin, il ne faut pas non plus faire de l'agrégation un challenge si personnel que ça, parce que si on a tous ces parchemins, c'est pour être au service de l'institution universitaire et pour aider à ce qu'il y ait une formation de qualité. Hein. Je suis certes agrégé, mais ma foi, c'est beaucoup plus, ma satisfaction serait qu'après moi, qu'il y ait de nouveaux agrégés qui arrivent et qu'à travers les thèses, les travaux que j'aurais encadrés, que j'arrive, n'est-ce pas, à perpétuer ou à contribuer à rehausser le niveau de l'enseignement supérieur, notamment dans mon pays et plus globalement en Afrique. Si aujourd'hui vous avez un conseil à donner à tous ceux qui aspirent à un tel concours pour sa préparation, qu'est-ce que vous leur direz? Parce qu'il y en a qui vous écoutent et qui aimeraient probablement saisir des éléments d'information forts dans la préparation de tel concours. Je pense qu'il faut se préparer à la technique, bien évidemment, des leçons, hein, parce qu'on peut avoir des connaissances sur le contenu des matières, mais il faut maîtriser la technique des leçons. Il faut bien évidemment avoir la maîtrise de ses propres travaux, parce qu'en face, ce n'est pas des enfants de cœur. Et puis, avoir un certain équilibre, je vais dire, psychologique. C'est-à-dire que envisager l'épreuve, essayer de se dégager du stress. Parce qu'il y a pas mal de candidats qui ont un potentiel en termes de contenu, mais qui sont un peu bloqués par la peur de l'échec. Et tu disais tout à l'heure qu'un certain nombre l'ont fait 3-4 fois. Bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir eu d'un premier coup, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui l'a raté une première fois, qui revient la deuxième fois avec l'angoisse peut-être d'un possible échec une deuxième fois. Donc essayer d'évacuer en soi le stress et surtout peut-être aussi envisager que le concours, justement dans la question que tu posais, c'est pas en tant que tel un challenge personnel. C'est-à-dire que sortir de cette idée qu'on fait ce concours pour sa propre gloriole, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le faire en pensant en l'enseignement supérieur et en relativisant, en se disant à la limite que si on ne l'a pas, bon, c'est que, bon, disons que peut-être pour une fois, la parole de Dieu n'a pas été pour l'instant favorable, pour des raisons inconnues, mais qu'à une prochaine étape, peut-être on peut l'obtenir. Mais peut-être qu'envisager le concours avec l'obsession de la réussite absolue, vraiment, et en garder au besoin des séquelles, eh bien, je trouve que ce n'est peut-être pas une condition, ce n'est pas peut-être un meilleur état d'esprit pour l'aborder. Il vaut mieux y aller de façon relaxe, hein, bien sûr préparé, avec la maîtrise, évidemment, et des travaux, et des techniques, aussi bien du commentaire que des leçons théoriques. Et je pense qu'avec un peu de grâce, on peut arriver à s'en sortir. Alors, tu as un rapport assez particulier au diplôme. Ce qui te distingue assez clairement du commun des compatriotes camerounais. Parce qu'on les sait très, on va dire, disciples de ce qu'appelait à une époque quelqu'un dont le nom m'échappe, diplômite. Mais oui, cette humilité-là, est-ce qu'elle n'expliquerait pas, n'est-ce pas, tout ce succès qui te suit depuis plusieurs années déjà comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu voudrais partager avec les compatriotes sur leur rapport au succès universitaire, sur leur rapport au diplôme? Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a chez toi quelque chose qui marque dans ton humilité, dans ta façon de souvent relativiser
ce que certains, n'est-ce pas, agitent comme effectivement des trophées à tout va, partout, à tout moment. Alors, au-delà de ma personne, disons que l'agrégation, le concours d'agrégation en soi, déjà, c'est vraiment une vraie école d'humilité. On doit y aller avec beaucoup d'humilité parce que si on y va avec suffisance, on va se retrouver à avoir en face des enseignants ou des maîtres qui ne font pas de cadeaux. Et curieusement, quand on sort du concours d'évaluation, au vu des échanges, aussi bien au niveau des travaux que des épreuves qu'on rencontre, on se rend compte également qu'on n'est pas si plein que ça. Hein? On se sent toujours aussi vide. Vous savez, c'est cette maxime de Socrate qui disait « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Hein? Donc je crois que c'est un état d'esprit au-delà de ma personne qui doit accompagner celui qui veut, ma foi, aller le plus loin. Hein? Il ne s'agit pas de dire qu'on est complètement nul, qu'on ne sait rien, mais je pense que lorsqu'on aborde un concours de ce niveau, c'est de se dire qu'on n'a pas la science infuse et que effectivement il faut savoir des choses, ça c'est vrai. Mais il faut aussi avoir une bonne dose d'humilité, aussi bien quand on envisage le concours que quand on en sort. Parce que même des étudiants, hein, tout à l'heure tu me demandais quel est le challenge, même devant les étudiants qui ont fait cours, bien sûr qu'il faut faire ses cours avec autorité, que les étudiants sentent que effectivement je suis l'enseignant, mais il faut savoir également que dans l'échange avec les étudiants, on apprend, on continue d'apprendre. Et parce que même dans un amphithéâtre ou même dans le cadre des travaux dirigés, ça va être une réflexion qu'un étudiant va faire, qui va t'instruire sur une donnée qui peut-être t'a échappé et qui peut te permettre de faire des investigations plus poussées pour aller plus loin. Voilà. Donc je pense que cette donnée d'humilité, c'est une donnée essentielle pour le chercheur et pour l'enseignant en général. D'accord. On va aborder une troisième et dernière partie donc, de cette entrevue de ce jour. Cette partie va être essentiellement consacrée à l'Afrique et puis à l'état de l'art. Notamment, ici, l'art, c'est l'état, enfin l'art ici pour nous sera la justice, le droit en Afrique. Alors, quelles sont tes impressions sur l'état du droit aujourd'hui au Cameroun ou en Afrique en général? Alors, je vais parler, si tu me permets, plus par rapport au domaine qui est le mien, à savoir l'histoire du droit. Bien sûr, bien sûr. Pour dire que, alors quand tu me demandes quel est l'état du droit, je dirais que si je prends le droit dans une perspective de son évolution, je dirais que le droit africain est un droit qui recherche une identité. Parce qu'il faut se rappeler que avant la pénétration coloniale, l'Afrique a eu, pour moi, et je crois que c'est admis désormais, a eu une histoire. L'Afrique a eu ses institutions. L'Afrique a eu son propre droit. Et donc, avec la pénétration coloniale, il y a eu un dysfonctionnement, un bouleversement qui s'est créé en Afrique dans la mesure où les colonisateurs ont comme ça voulu ou introduit des valeurs ou des principes de droit qui leur sont propres et où au fil du temps, notamment on voit en droit public où nos systèmes juridiques ont été sérieusement influencés par
les systèmes venus d'ailleurs, notamment dans la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État moderne. Hein. Ça ne veut pas dire que nous n'avions pas de type d'organisation politique propre, n'est-ce pas, à nos environnements africains, mais disons que la physionomie de nos systèmes juridiques de droit public contemporains sont issus du phénomène colonial. Et nous avons, d'un autre côté, sur le plan du droit privé, également l'injection de principes de droit occidentaux sur pas mal de domaines en droit privé, notamment dans le domaine des contrats. Et en même temps, on a constaté tout au long de cette histoire des tentations de résistance en matière notamment matrimoniale, le mariage, en matière foncière, où les populations africaines essayent, qui sont essentiellement d'origine, disons, rurale, essayent de résister tant bien que mal à cette emprise juridique venue d'ailleurs. Hein. Et donc finalement, on se retrouve dans cette situation-là, dans une sorte de... où l'Afrique, depuis au moins son indépendance, recherche une voie. Certains qui militent ou ont tenté de militer plutôt pour le retour à un âge d'or institutionnel africain avant la période coloniale, et d'autres qui ont, et peut-être ce qui est pour le moment prédominant, où on a plutôt à constater depuis les indépendances un étiolement de nos institutions traditionnelles, hein, au profit plutôt des institutions venues d'ailleurs. Donc je crois que dans cette situation, et c'est pourquoi d'ailleurs on va du point de vue parfois constater sur le plan de la matérialité, de la justice et du droit, parfois à mon sens des dysfonctionnements, parce qu'il y a souvent un décalage entre le droit institué au niveau de nos lois et le droit pratiqué par la population, où parfois on a l'impression que entre ce que la population vit au quotidien et ce qui est posé sur le marbre du droit étatique, eh bien il y a un décalage parfois. Eh bien je pense que devant cette situation, l'Afrique doit commencer ou doit persévérer dans la voie de la quête dans elle-même de son propre droit, non en rejetant le droit tout le droit venu d'Occident, puisque il fait, qu'on le veuille ou pas, finalement partie de nous désormais, hein, mais en recherchant aussi dans son droit traditionnel, hein, des éléments utiles à la reconfiguration, à une nouvelle conception d'un droit qui soit adapté à sa situation actuelle. Donc, si nous pouvons dans nos pays réconcilier l'anthropologie, notre histoire, réconcilier, donc je dis l'anthropologie, de notre histoire, de notre droit positif, et bien peut-être nous allons créer demain une nouvelle philosophie du droit propre, n'est-ce pas, à aider nos pays à aborder les défis majeurs de la mondialisation. D'accord. Alors, pour la dernière question, elle va être consacrée à l'actualité en ce moment en Afrique centrale, avec, entre guillemets, la démission du président centrafricain Jojo Jota. Qu'est-ce que cela vous inspire, toutes ces conditions dans lesquelles il a été amené à démissionner tout récemment? Il a été convoqué en N'Djamena et de là il va être appelé à démissionner. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que la question que tu me poses, et je continue mon tutoiement, de temps en temps je pense que je le retrouve pour mon camarade là, hein, qui lui est décidé à me mettre sur un piédestal, c'est-à-dire de l'enseignant universitaire. Moi je préfère reprendre cette conversation dans la simplicité des échanges que nous avons toujours eus, hein, et je te remercie de tout l'honneur que tu me fais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la continuité de la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, savoir que, de mon point de vue,
l'Afrique en général est dans la quête peut-être identitaire de son droit. Et bien, dans cette phase-là, je pense qu'il y a une crise d'ordre institutionnel de façon générale, qui fait que, justement, sorti de la colonisation, déjà sorti de l'époque précoloniale, sorti de la période coloniale, ayant amorcé les indépendances, eh bien, j'ai l'impression que nos institutions ne sont pas suffisamment solides, et c'est pourquoi, justement, on remarque que depuis plus de 50 ans d'indépendance africaine, on remarque effectivement que par-ci ou là, il y a eu pas mal de bouleversements institutionnels par la voie des coups d'État. Et donc, je crois que ce qui se passe en Centrafrique participe de cette absence de consolidation des institutions africaines. Et quand je parle d'institutions, il faut peut-être qu'on arrive par une ingénierie juridique, hein, à mettre en place des institutions proprement africaines, comme je l'ai dit, qui tiennent compte aussi bien des apports de la colonisation, pourquoi pas, mais des apports aussi de nos civilisations africaines et qui permettent que on n'ait pas tous ces bouleversements et qu'un chef d'État centrafricain ne soit pas, encore que lui-même, les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, on peut les questionner. Mais tout ça participe de cette instabilité institutionnelle. Or, fonder un État, c'est aller dans le sens vraiment d'une consolidation des institutions, quel que soit le modèle qu'on choisit. Vraiment, tous ces bouleversements africains traduisent en tout cas la quête des institutions africaines, la quête d'une voie en Afrique, aussi bien sur le plan, notamment là dans le cas d'espèces politiques, mais aussi dans d'autres champs comme le champ des rapports privés. Hein, voilà. Donc je pense que la question qui est posée pour la Centrafrique concerne tout aussi bien tous les autres pays d'Afrique issus de la colonisation. Alors nous sommes arrivés au terme de cette interview. Nous te remercions encore de nous avoir consacré ton temps précieux en ce jour pour répondre à nos modestes questions. Et nous te souhaitons bonne continuation dans ce chemin de l'enseignement, n'est-ce pas? Merci et bon dimanche.